Je suis né à Paris un jour d'été dans une ville où les noms de rues changent de langue au coin des cafés. Mon père venait d'Algérie de ces montagnes kabyles où le vent taille la pierre avant de toucher les visages. Ma mère venait d'Allemagne d'une enfance traversée par la musique et le silence. Entre eux deux, je suis devenu un pays à moi seul, une petite fille qui écoute, qui imite, qui se cache parfois derrière des mots trop grands pour elle et qui finit par leur prêter sa voix. Nous avons déménagé à Gennevilliers, banlieue ouvrière à l'époque où les cinémas de quartier projetaient encore des rêves sur des murs un peu rugueux. Là, j'ai appris à lire le monde sur les lèvres des autres et à parler bas pour être entendu. La maison était un lieu de passage, la langue de mon père, celle de ma mère et le français pour les réconcilier. Cette polyphonie intime m'a donné le goût des nuances. Je ne voulais pas devenir actrice. Je voulais surtout rester dans ce couloir étroit entre les langues, là où les visages se retournent parce qu'ils croient deviner quelqu'un qu'ils ont déjà vu. L'école m'ennuyait parfois, les livres jamais. Je dévorais les pages sans regarder l'heure comme on apprend à respirer sous l'eau. À la bibliothèque municipale, j'ai rencontré mes premières héroïnes, des femmes obstinées vivantes qui ne demandaient pas la permission d'exister. Le théâtre est venu tôt presque par accident. Une scène municipale, une troupe d'adolescents, des répétitions dans une salle froide où l'on entendait la pluie battre le toit en zinc. J'ai compris assez vite que la scène est une promesse et une dette, on promet de tout donner. On doit ensuite trouver où puiser. Ceux où n'étaient pas dans le bruit. Il était dans la retenue. J'ai appris à faire monter une émotion comme on fait bouillir de l'eau, en la regardant longtemps patiemment, jusqu'à ce qu'elle se renverse d'elle-même. À 17 ans, j'ai franchi la porte de la Comédie Française. Trop jeune peut-être, assez têtu sûrement. Je n'avais pas le sentiment d'entrer dans une maison, mais dans une mémoire collective qui allait m'adopter à condition que je l'adopte aussi. Les planches y sentent la cire le temps et les ombres bienveillantes. Les costumes, les loges, les reprises autant de rites qui vous forment l'échine et vous apprennent la ponctuation du silence. On m'a confié des rôles où il fallait marcher droit, dire les mots comme s'ils avaient été posés à l'instant. Je me suis appliqué sans chercher l'éclat. Je voulais la justesse, pas l'effet. Ce qui me fascinait, c'était moins la gloire que la mécanique secrète des émotions. Comment une phrase prononcée à mi-voix peut-elle traverser une salle entière? Pourquoi un regard tenu une seconde de trop devient-il un aveu? Je me suis mis à collectionner ces petites lois invisibles comme une horlogère de l'âme. Le public, je l'aimais pour sa rigueur silencieuse, il ne pardonne pas l'approximation, mais il récompense la vérité par une écoute que l'on sent physiquement sur la peau. Je n'ai jamais cru à la séparation nette entre la vie et le rôle. Je pensais, et je le pense encore, que l'on emprunte aux personnages ce qui nous manque et qu'on leur rend en échange un peu de notre propre obscurité. Cette circulation m'a tenu droite, quand la peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. À la hauteur se mettait à parler plus fort que moi. Alors je recommençais, je répétais, j'épuisais la phrase jusqu'à ce qu'elle cesse de m'épuiser. On ne prend pas un rôle, on lui ouvre la porte. Il y eut bien sûr des hésitations des jours où le doute avait meilleure mémoire que moi. Mais chaque rideau levé correspondait à une promesse tenue à l'enfant que j'avais été, ne pas reculer. À Gennevilliers, certains soirs, je rentrais tard un texte froissé dans la poche, le cœur assez lourd et la tête trop légère. Je me disais que le théâtre, c'est peut-être cela rentrer chez soi avec l'impression de porter encore la lumière des projecteurs, même quand il n'y a plus aucune lumière. Le cinéma est venu frapper à la porte sans prévenir comme un agent du destin qui n'annonce pas son nom. Je n'ai pas couru vers lui, je l'ai laissé entrer. À l'époque, je pensais que la caméra était une loupe indiscrète. J'allais découvrir qu'elle peut être au contraire une confidence tenue à voix basse à condition d'accepter de ne rien cacher. La suite n'était pas écrite, pas encore. Mais le chemin lui se dessinait avancer sans se trahir. François Truffaut m'a appelé un matin où Paris semblait retenu dans une vapeur laiteuse. Sa voix avait cette douceur ferme qui rassure et brûle à la fois. Il avait vu quelques images entendues parler d'une jeune fille au regard trop silencieux et souhaitait me rencontrer pour un projet qui s'écrivait déjà comme une confidence, l'histoire d'Adèle H.
J'ignorais encore que ce film, en exigeant de moi une vérité sans déguisement, allait déplacer ma vie d'un théâtre de velours vers une chambre noire où chaque battement de cils devient une ligne de dialogue. La première rencontre fut une lecture. Truffaut écoutait comme on regarde un visage aimé sans hâte, sans préjugés, en prenant la mesure du souffle entre les mots. Il ne m'a pas demandé d'interpréter Adèle. Il m'a demandé de l'écouter. Sa méthode à la fois précise et fraternelle m'a immédiatement donné envie de quitter la protection de la troupe, de mettre en jeu cette solitude que la caméra comprend mieux que quiconque. La comédie française m'avait appris la discipline, la verticalité du texte. Truffaut m'ouvrait l'horizontalité des silences, ce territoire minuscule, où une paupière qui tremble signifie davantage qu'un monologue parfait. Adèle Hugo n'était pas un rôle, c'était une fièvre. On tournait en cherchant la température, juste celle où la douleur ne devient ni emphase ni décor. Truffaut n'aimait pas les explications longues. Il préférait les indications courtes qui déverrouillent un verrou intérieur. Ne l'arme pas, retiens-les. Regarde au loin comme si le monde reculait. Alors tout se mettait en place. Je n'avais jamais senti la caméra aussi proche, presque collée au visage comme une main fraternelle, reconnaissant une inquiétude jumelle. On tournait tôt tard parfois dans un silence si profond que le bruit du clap ressemblait à un verdict. Quitter la comédie française fut un déchirement discret. Je n'ai pas claqué la porte, j'ai simplement suivi une autre musique. J'avais 19 ans, un mélange d'arrogance et de peur qu'on appelle parfois audace. Le cinéma me demandait d'abandonner l'idée de bien dire, pour lui préférer l'exigence de bien-être. Ce déplacement m'a coûté il faut renoncer à une armure pour accepter un visage nu. Mais Adèle ne supportait aucune armure. Elle voulait la transparence d'une peau exposée au froid. La réception du film a eu l'intensité d'un rêve qui dure plus longtemps que la nuit. Des salles entières retenaient leur souffle. Des critiques, même sévères, parlaient de possession calme d'une jeune femme qui marche à côté de sa propre douleur. Je lisais ces phrases comme on lit des nouvelles d'une inconnue qui me ressemblerait. Puis vint la nomination à l'Oscar. Les cérémonies, les robes, les flashs, j'y suis allé avec une gratitude timide, comme si l'on fêtait non pas ma réussite, mais la permission qui m'avait été accordée d'approcher un mystère. On me questionnait sur la méthode, sur le secret. Je n'en avais pas. Je n'avais que cette conviction. Adèle exigeait la patience d'une veilleuse, et Truffaut m'en avait donné la clé. Le film m'a aussi appris l'économie du geste, du mot, de la respiration. Au théâtre, on lance la voix comme une corde. Au cinéma, on la ramène à la taille d'un fil. Truffaut savait exactement quand intervenir et quand s'effacer. Parfois, entre deux prises, il se contentait d'une phrase « garde le vertige ». C'était une direction entière. Je la garde encore. Après Adèle H., le monde a changé d'échelle. On me proposait des rôles que je n'aurais pas osé rêver la veille. Mais la leçon n'était pas de grimper, elle était de demeurer au plus près de ce nerf sensible qu'est la vérité d'un personnage. On ne poursuit pas une carrière, on apprend à ne pas la fuir quand elle s'avance. J'acceptais, refusais, recommençais, en me souvenant toujours que la caméra n'aime pas qu'on la séduise, elle préfère qu'on l'honore. Je ne sais pas si j'ai pris mon envol avec Adèle. Je sais qu'elle m'a offert une altitude nouvelle, celle où la peur devient oxygène, et où regarder droit devant sans cligner tient lieu de prière. À partir de là, chaque projet serait jugé à cette aune m'oblige-t-il à être plus sincère que la veille. Sinon, je passe mon tour. La promesse faite alors ne jamais négocier avec la profondeur n'a pas cessé de me conduire. Après Adèle, il fallait descendre plus bas ou plus juste. Andrzej Jouawski m'a tendu la main comme on tend une corde à quelqu'un qui s'apprête à plonger pas, pour l'empêcher de tomber, mais pour l'assurer qu'il y a quelqu'un à la surface. Possession se préparait dans une Berlin scindée où les murs ne séparaient pas seulement des blocs, mais aussi des consciences. Sam Neill arrivait avec cette droiture inquiète qui rend les partenaires plus vrais que nature. Andrzej lui cherchait l'endroit de l'humain où les mots renoncent, où le corps doit parler seul. Je n'étais pas certaine de vouloir entrer dans cette chambre close. Je l'ai fait malgré moi, puis de plein gré comme on accepte une épreuve initiatique. Le tournage fut une ascèse et une déflagration.
Andrzej ne voulait pas de psychologie illustrée, il voulait la sensation mise à nu, l'os sous la peau, la voix derrière la voix. Certains jours, je sortais du plateau avec la sensation d'avoir traversé quelqu'un d'autre. D'autres, c'était elle qui me traversait. Dans les couloirs berlinois, la lumière semblait fabriquée pour souligner les fissures. La caméra s'attardait sur ce qui ne se voit pas sur les tremblements intérieurs que l'on cache aux passants. J'ai compris alors que la folie au cinéma n'est pas un excès, mais une précision. Il faut viser le point où la raison cède sans crier. À côté quartet était une autre musique, un récit de James Ivory, une élégance sombre, un piège social tressé comme une dentelle. Là on parle bas, on se perd dans les salons où l'air sent la poussière des secrets. Je passais d'un film à l'autre comme on change de climat sans changer de peau. Andrzej me demandait l'orage, Ivory l'orage contenu. Cette bifurcation m'a tenu à la bonne distance de l'un et de l'autre la dépense totale, d'un côté la rétention de l'autre. Deux écoles, une même ligne de crête. Tenir sans rompre, rompre sans se dissoudre. Le festival arriva comme un examen que je n'avais pas révisé. Cannes, cette parenthèse lumineuse où tout se mesure en éclats, n'était pas exactement l'endroit où l'on vient déposer une transe. Et pourtant, c'est là que la transe a trouvé son écho. On m'appela pour un prix, puis incroyable embarras heureux. Pour un second, le même attribué à deux films qui n'avaient en commun que ma présence et une fin d'absolu. Je montais les marches 2 fois dans le même souffle, comme si l'on me demandait de remercier 2 vies distinctes qui avaient décidé de se reconnaître. La salle vibrait, je me souviens du velours des accoudoirs, du bruit, feutré des applaudissements qui devient vite un tonnerre intérieur. Je n'ai pas pensé record ni histoire. J'ai pensé, le travail a été entendu. Ce doublé n'a rien simplifié. Il a aiguisé l'attente, la mienne d'abord. Après cela, jouer bien ne suffisait plus. Il fallait jouer vrai jusqu'au bout de la ligne. On vient chercher en vous ce que vous avez osé donner une fois et l'on vous demande de le redonner, mais autrement et sans vous trahir. Le plus grand danger, ce n'est pas de se répéter, c'est de se caricaturer. J'ai choisi la fuite en avant chaque rôle, une énigme neuve, un fil à démêler sans casser la trame. Possession m'a laissé un héritage physique, une mémoire musculaire de la peur, une respiration qui s'accélère avant l'action comme un cheval qui piaffe. Et un héritage moral, le droit de déranger. Il y a des spectateurs que l'on perd en route quand on refuse de cajoler le regard. Je l'accepte. À l'inverse, Quartet m'a rappelé la puissance d'une larme retenue, l'autorité d'un silence qui n'explique rien et raconte tout, tout. Entre les deux, j'ai installé ma boussole. Je ne sais pas si ce fut mon année, ce fut à coup sûr une année de bascule. J'ai appris à ne plus chercher l'approbation, mais l'accord intime avec le rôle. La reconnaissance publique n'a de sens que si elle n'altère pas le pacte secret que nous passons, nous autres acteurs, avec nos personnages, les servir et ne pas s'y perdre. J'ai quitté la croisette, les bras chargés et le cœur léger. Le soir, à l'hôtel, j'ai ôté les épingles d'effet, la robe, regardé longtemps le plafond. Il me semblait que Berlin, ses tunnels et ses cris s'étaient rangés dans une petite boîte invisible, juste là entre la gorge et la clavicule. Je dormis peu mais profondément, comme après un orage qui a lavé l'air. L'été meurtrier m'a demandé une autre forme de courage, celui de prêter au désir la précision d'un scalpel. Jeanne Becker dirigeait, comme on taille une haie au cordeau, pas un geste, en trop pas un débord. Eliane, qu'on appelle, elle n'était ni une victime, ni une prédatrice. Elle était une énigme qui marche en talons, la brûlure d'un passé qu'elle croit pouvoir dompter par la beauté. Sur le plateau, la lumière d'été collait à la peau. Chaque plan sentait le pain chauffé et l'injustice qui fermente. J'ai compris que la sensualité au cinéma n'est pas une exposition mais une dramaturgie, elle avance-recule, refuse de se laisser nommer. Le public a vu ce qu'il fallait voir et la profession m'a tendu un César comme on vous serre la main après une traversée. Ce n'était pas une récompense pour de la provocation. C'était une manière de reconnaître que la douleur peut être lumineuse sans être obscène. Puis est venu Messetti, est venu Camille Claudel. Ce projet, je ne l'ai pas seulement joué, je l'ai porté. On m'a souvent demandé pourquoi je tenais tant à raconter cette histoire.
parce que la sculpture me semblait la métaphore parfaite de ce que nous faisons ôter encore jusqu'à ce que le vrai apparaisse. Bruno Nuiten, derrière la caméra, connaissait mon souffle mieux que quiconque. Il savait quand me laisser me perdre et quand rappeler la pulsation. Camille n'était pas un rôle à Oscar, ses calculs ne m'ont jamais intéressé. C'était un rendez-vous avec l'intransigeance. Face à la pierre, face à Rodin, face à l'institution qui enferme ce qu'elle ne sait pas regarder, elle persiste jusqu'au vertige. Je sortais du tournage avec les doigts endoloris, le dos barré, et cette sensation rare d'avoir touché du bout de l'ongle quelque chose qui ne nous appartient pas. Le César qui a suivi n'était pas de plus. Il était la preuve qu'une femme en création n'est pas un supplément d'âme, mais le cœur battant du récit. La reine Margot m'a redonné le goût de la foule. Patrice Chéreau orchestrait l'histoire comme on dirige une bataille. Chaque figurant comptait, chaque souffle faisait masse. Le sang, les étoffes, les visages poudrés, tout disait la beauté et la violence du pouvoir, cette mécanique qui vous broie dès que vous la croyez apprivoisée. Marguerite n'est pas un symbole. C'est un corps pris dans des alliances qui la dépassent, une intelligence qui apprend trop vite que l'amour en ces lieux coûte plus cher que la couronne. Je me souviens des nuits de tournage, de l'odeur rance, des bougies de la peau qui se couvrent de cendres des corsets qui empêchent l'air d'atteindre la phrase. Cannes a accueilli le film avec un mélange d'effroi et d'admiration. Le Jury Prize est venu comme une accolade grave. Et Virna Lisi Souveraine d'Acier a reçu le prix d'interprétation. Ce fut une joie franche, car cette reine-là, son regard, sa voix, tenait la salle d'une main ferme et douce. À ce stade, on a commencé à parler de palmarès. Je prenais ces mots avec circonspection, presque avec gêne. Les Césars s'alignaient pour Possession pour l'été meurtrier, pour Camille Claudel, pour la reine Margot et plus tard pour la journée de la jupe. 5 fois la même reconnaissance sous des masques différents. On a écrit record. Les records m'intéressent peu lorsqu'ils figent. Ils m'intéressent seulement s'ils obligent à être encore plus vivantes. Ce que j'y ai lu, c'est une injonction à ne pas baisser la garde. Chaque prix est une dette contractée envers les rôles qui viendront. Ce fil des années m'a appris la continuité dans la diversité. Chez Becker, j'ai appris la netteté, la coupe franche. Chez Nuiten, l'obstination poétique. Chez Chéreau, la polyphonie. L'art d'être un visage dans une marée humaine sans jamais s'y dissoudre. Dans ma vie privée, j'essayais de garder une zone d'ombre, un jardin où personne ne pénètre. Non pas par caprice, mais par hygiène du cœur. Les tournages laissent des traces qu'il faut savoir ranger. Il y a des matins où l'on se réveille encore Camille, encore Margot. Alors on ouvre la fenêtre, on respire, on rend ses femmes à la fiction et on part acheter du pain. La vraie discipline est là savoir déplier la journée comme tout le monde malgré le tumulte des reines et des forcenés qui vous habitent. Je n'ai jamais voulu que mes rôles forment une marche d'escalier vers je ne sais quelle apothéose. Je voulais qu'ils dessinent un paysage où l'on reconnaît de loin une ligne de conduite, chercher la brûlure mais refuser l'artifice, accepter la beauté mais ne pas se laisser séduire par sa facilité. Les César Cannes, les salutations, tout cela est nécessaire et magnifique. Mais ce n'est pas la boussole. La boussole, c'est ce frisson minuscule qui vous dit au premier jour de répétition. Tu es à la bonne place, et cette vérité, tu devras la mériter jusqu'au clap final. J'ai toujours protégé la part de ma vie où les caméras n'entrent pas. Ce n'est pas un refus du monde, c'est un oui à la respiration. Les années de travail m'ont appris que l'on ne peut pas tout donner à l'écran sans réserver quelque part une chambre où l'on se retrouve. Dans cette chambre, il y a d'abord l'évidence, je suis mère de 2 fils. Barnabé, né de mon histoire avec Bruno Nuiten, a grandi dans la lumière oblique des plateaux, les mains pleines d'objectifs et de pellicules, un amour de l'image transmis comme on transmet une manière de regarder. Puis, Gabriel Kane est arrivé à New York, enfant de l'amour que j'ai partagé avec Daniel Day-Lewis. J'écris ces noms sans trembler parce que ce sont des vérités simples, des vérités debout, qui n'ont pas besoin du vacarme pour exister. On m'a longtemps prêté des confidences que je n'avais pas faites. J'ai gardé le silence 30 ans peut-être davantage, non par coquetterie, mais par fidélité à l'enfance de mon fils. Un enfant n'est pas une anecdote, c'est une souveraineté fragile.
Je n'ai rien à révéler qui puisse divertir une foule. Il y a seulement à affirmer la coparentalité, le lien, la responsabilité partagée sans confusion entre l'intime et le spectaculaire. Daniel est le père de Gabrielle Kane. Cette évidence n'a pas besoin de phare. J'ai souhaité, et je souhaite encore, que le lien entre eux se tisse sans l'atelier bruyant des commentaires comme on brode un motif qu'on ne montre qu'une fois fini. On dit que je brise le silence. Je ne le brise pas, je l'ouvre un instant juste assez pour que l'air circule et que chacun respire à sa place. La vie a suivi sa course. Nous avons aimé, nous nous sommes quittés et chacun a construit la suite avec la dignité que la maturité exige. Daniel a rencontré Rebecca Miller. Ils se sont mariés. Ils ont fait leur chemin commun. Je n'ai rien à commenter si ce n'est de souhaiter la paix aux histoires qui ne sont plus les nôtres. Pour ma part, je me suis tenu à cette ligne qui me convient avancer sans me retourner trop longtemps, n'éprouver ni jalousie ni triomphe, seulement la gratitude, d'avoir reçu ce que la vie a jugé bon de m'offrir et d'avoir sauvé ce qui devait l'être l'intégrité d'un enfant et la mienne. On me demande parfois ce que ça fait d'avouer. Avouer quoi? Le mot suppose une faute. Je ne vois ici qu'un devoir nommé sans étaler, précisé, sans accuser, refuser la fiction des rumeurs comme on refuse une robe mal taillée. Je ne m'excuse pas d'avoir aimé. Je ne me vante pas d'avoir souffert. Ce que je peux dire, c'est que l'amour ne m'a jamais rendue plus petite, le bruit si. Alors j'ai préféré le murmure. Aux anniversaires, à ces moments où la vie se resserre sur l'essentiel, je regarde mes fils et je me dis que la seule gloire qui résiste au temps, c'est de les voir aller vers eux-mêmes sans devoir demander la permission au passé. Gabrielle Kane a choisi très tôt de faire entendre sa propre voix, une voix qui passe par la musique, par l'écriture, par une allure qui est la sienne, et non le prolongement d'un héritage. Je l'ai accompagné d'un pas discret, comme on marche à côté d'un funambule, pas pour le retenir, mais pour qu'il sache que la terre est la tiada s'il chute. Je l'ai encouragé à parler à son père sans intermédiaire, à construire ce dialogue, non pas sur les articles, mais sur les gestes simples qui durent un dîner, un rire, un travail partagé. L'amour, j'en suis sûr, n'a pas besoin de communiquer. Il m'arrive de penser à l'équation impossible que notre époque impose aux femmes publiques. On vous veut transparente et, dans le même mouvement, on vous reproche de ne pas l'être assez. La transparence, je l'accorde à mes rôles. Ma vie, je la garde semi-opaque comme un verre dépoli qui laisse passer la lumière sans livrer les contours. Briser 30 ans de silence n'est ici qu'une formule, la réalité est plus simple et plus tendre. J'ouvre la fenêtre, je dis les noms qui doivent être dits. Et je referme sans claquer. Les histoires ont besoin d'oxygène, pas d'ouragan. Tout le reste, les malentendus, les récits enjolivés, les exégèses ne concernent pas l'enfant que nous avons mis au monde. Or c'est à lui que je pense d'abord et en dernier. Je n'ai jamais couru derrière les honneurs, mais je ne les ai jamais méprisés. Ils disent parfois mieux que nous ce que nos gestes ont tenté. Le jour où l'on m'a remise la Légion d'honneur, j'ai pensé à mes parents, à leurs valises, à leur silence, au courage de s'inventer une patrie dans une langue d'emprunt. J'ai pensé aux salles où je me suis formé aux scènes, où j'ai trébuché au plateau, où j'ai appris que la grâce est une discipline plus qu'un miracle. On me félicitait, moi je remerciais le travail. Derrière le ruban rouge, j'entendais le froissement plus discret des pages que j'ai tournées de rôle en rôle pour ne pas me trahir. Les années ne sont pas une pente, ce sont des paliers. On s'y arrête, on reprend souffle, on se déleste de ce qui pèse, on garde l'indispensable, la curiosité. La mienne n'a pas faibli. Elle s'exerce différemment. J'accepte moins de projets, mais je les accepte plus complètement. Je demande davantage aux metteurs en scène et davantage à moi-même. L'âge ne nous réduit pas. Il affine l'exigence comme un couteau longtemps aiguisé qui coupe net sans bavure. Le public, je le sens aussi, devenu plus attentif, il ne vient pas pour me voir encore, il vient pour nous voir autrement. Puis il y a eu l'épreuve publique la plus désagréable, les procédures, les papiers, les mots lourds qui ne portent pas de poésie. On se retrouve, malgré soi, dans une lumière qui n'éclaire rien, une lumière d'inventaire. J'ai contesté, expliqué, traversé. Je n'ignorerai pas ce chapitre parce qu'il ne m'arrange pas toute vie adulte comporte ses comptes à rendre. Ce qui m'importe, c'est la manière. Ne pas laisser la rumeur écrire à ma place.
Avancer sans posture, sans se fabriquer une héroïne d'adversité. On ne choisit pas toutes ces scènes, mais on peut choisir son maintien. C'est ce que j'ai fait entouré des miens en gardant le cap sur ce que je sais faire travailler. Revenir, voilà le verbe décisif. Revenir au plateau après une absence. Revenir au théâtre quand le cinéma s'assoupit. Revenir à l'étude quand la tentation serait de capitaliser sur ce que l'on croit acquis. Je n'ai pas d'acquis, j'ai des commencements. Chaque scénario est une page blanche qui m'oblige à oublier ce qui m'a valu des prix. Les Césars, les distinctions, les palmarès s'alignent dans les communiqués. Dans la loge, il n'y a que le texte, le miroir, la respiration qu'il faut rendre docile. Les retours, je les prépare comme des premières fois. Peut-être est-ce que cela qui m'a tenu la capacité de demeurer débutante. Avec le temps, je mesure mieux ce que le public dépose entre mes mains, pas de l'adoration, elle brûle et s'évapore, mais de la confiance. On vous confie ses soirs, sa fatigue parfois, ses blessures. On espère que vous en ferez autre chose que du divertissement. Je ne promets jamais la guérison, je promets l'attention. Être attentive à ce qui tremble dans une salle, à ce qui se tait dans un chant contre chant, à ce qui affleure dans une réplique dont il faut enlever le brillant pour garder la densité. Mon métier n'est pas un acte de possession, c'est un acte de présence. Je n'ai pas de testament artistique à prononcer. Je n'ai que des fidélités à la langue qui m'a adopté aux cinéastes qui ont cru en une intensité qu'ils voulaient indocile aux partenaires qui m'ont tenu debout quand la fatigue gagnait au public qui m'a accompagné sans réclamer de justification. Les distinctions me touchent, les blessures m'enseignent, la persistance me définit. Quand on me demande la suite, je réponds « La suite, c'est la même promesse tenue, autrement être là précisément, là où un rôle exige qu'on ne triche pas. Vieillir n'est pas disparaître, c'est apprendre à éclairer autrement. » Je continue parce que je ne sais pas faire autrement et parce que le cinéma, quand il est juste, rend au monde un peu de sa netteté. Fille d'origine mêlée, Isabelle Adjani forge très tôt une éthique du jeu vérité plutôt qu'effet. Truffaut l'ouvre au cinéma avec Adèle H, puis viennent Possession et Quartet et un double prix d'interprétation à Cannes. Elle enchaîne L'été meurtrier, Camille Claudel, la reine. Margot installant un record de 5 Césars. Dans l'intime, elle protège ses fils nomment sobrement Daniel Day-Lewis, comme père de Gabrielle Kane, défend la coparentalité et la discrétion. Honorée par la Légion d'honneur confrontée plus tard à une épreuve judiciaire, elle persiste choisir, peut jouer vrai revenir toujours. Vieillir pour elle, c'est éclairer autrement sans jamais tricher.